Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, faites entrer l'invité spéciale élection française. Un scrutin qui a été suivi de très près par de nombreux Marocains ici, mais également en France, bien sûr. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront donc au second tour. Jean-Luc Mélenchon est troisième. Jean-Luc Mélenchon qui a obtenu d'ailleurs d'excellents résultats ici au Maroc, largement en tête dans de nombreuses villes. En France, nous nous retrouvons dans le même scénario qu'en 2017 et beaucoup ce matin appellent à la mobilisation pour le second tour, pour que la France ne bascule pas dans l'extrême droite. Le duel de 2017 annoncé depuis des mois aura bien lieu. Nous allons essayer d'analyser ces chiffres, le taux d'abstention, le nouveau paysage politique de la France, les grands gagnants et les grands perdants de ce scrutin. Avec moi aujourd'hui, le journaliste politique Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Michel, juste avant de revenir sur les résultats, j'aimerais revenir avec vous sur cette campagne parce qu'elle a été assez hallucinante. On aura rarement vu, il y avait quand même beaucoup de haine, beaucoup de racisme, une surenchère à celui qui irait le plus loin. L'immigration en premier lieu, les communautés étrangères, en particulier musulmanes, qui ont quand même été extrêmement stigmatisées. Ce que vous avez noté, nous l'avons noté aussi, l'intervention du journaliste Éric Zemmour dans le débat dans un premier temps, parce qu'ensuite ça s'est un peu modifié, à poser comme axe de campagne la question de l'immigration. Et la question dans l'immigration qui est un mot valise de la présence de personnes issues du Maghreb, trop importantes en France selon lui par le nombre, et dangereuses par la diffusion de l'islam. Et donc le débat s'est noué autour de ça, il s'est noué sans précaution, sans prendre en compte le fait que ce débat concerne des femmes et des hommes dont on parle bien légèrement parce que on les associe à des actes horribles de terrorisme avec une légèreté confondante quand on prétend diriger l'État. Et Éric Zemmour, avec une forme de violence inconséquente, à poser ces questions-là. Beaucoup de responsables politiques l'ont suivi et ça a donné une première partie de campagne honteuse, pour dire les choses simplement, où le racisme, s'il n'était pas exprimé au premier degré, était quand même une donnée dominante du débat public. Et puis les choses sont estompées. La France est un pays qui a aussi des équilibres profonds et ces équilibres-là ont conduit le pays finalement à modifier son point de vue et à s'intéresser davantage aux questions économiques et sociales, aux difficultés que peuvent connaître des populations importantes du fait des crises qui se surajoutent les unes aux autres. Et la question de l'immigration n'a ainsi pas été déterminante dans le résultat final, ce qui est quand même une bonne chose. Alors, Jean-Michel Apathy, qui sont, selon vous, aujourd'hui, ce matin, les grands gagnants et les grands perdants de ce scrutin ? Le premier gagnant, c'est quand même Emmanuel Macron, parce que il arrive en tête du scrutin. Dans les derniers temps du scrutin, ça n'était pas complètement acquis. Il n'est pas loin, il n'est pas tout à fait, il fait 28,5, il n'est pas, il n'est pas loin des 30%, ce qui est une barre assez haute pour un président sortant en France. Donc, de ce point de vue, on peut dire que il est le gagnant du scrutin, mais on peut dire aussi de Marine Le Pen qu'elle est la gagnante du scrutin, parce qu'elle se présente pour la deuxième fois en second tour d'élection présidentielle, mais avec deux différences majeures. D'abord, elle a progressé en voix de manière significative. Elle est aujourd'hui au quart de l'électorat, ce qui est évidemment très important, et elle a des réserves de voix. Elle a des réserves de voix dans différents électorats qui peuvent lui permettre d'aborder ce second tour avec des chances de le gagner. Donc, on peut dire que entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, de manière relative, celle qui a gagné le plus, c'est elle. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner l'élection, mais elle se trouve dans une position tout à fait inédite pour elle et son courant de pensée. Et certains qui disent « mais n'importe comment, tout est joué, elle ne passera jamais ». Aujourd'hui, il faut revoir les cartes et très sérieusement. La France pourrait basculer dans l'extrême droite. La probabilité quand même, c'est qu'Emmanuel Macron, la probabilité la plus forte, c'est qu'Emmanuel Macron triomphe dans le second tour de l'élection présidentielle. Où le verbe triomphant, triompher n'est peut-être pas le plus adapté, en tout cas qu'il gagne cette élection
présidentielle. Pourquoi ? Parce que il est le sortant, il connaît les affaires de l'État. Dans les situations de crise que l'on connaît, c'est important. Et puis, il y a un vote républicain qui va jouer en sa faveur, étant entendu que Marine Le Pen a, vu son origine, des problèmes, en tout cas dans l'esprit de beaucoup d'électeurs, avec la République et la démocratie. Mmh. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est qu'Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle. Mais il y a des hypothèses qui peuvent être défendues et qui montrent que le scrutin est ouvert et que donc Marine Le Pen peut le gagner. D'abord, je le disais, elle a des réserves de voix importantes. Et parmi ces réserves de voix, elle en a dans l'électorat, c'est paradoxal, mais c'est comme ça selon les études d'opinion, elle en a une part significative dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est ce que l'on dit. Clé de l'élection. C'est véridique ça, on l'a vu un petit peu dans la presse, beaucoup de sites qui ont relayé. Une partie de l'électorat de Mélenchon pourrait voter pour Marine Le Pen ? Les instituts de sondage, dont on a vu que quand même ils ne racontaient pas n'importe quoi dans cette élection, oui, disent depuis le début que entre un cinquième et un quart de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon peut voter pour Marine Le Pen. Il peut voter pour Marine Le Pen parce que c'est la colère, parce qu'il partage certains des mots d'ordre de Marine Le Pen, la France, l'identité française est menacée, et donc de manière assez confortable, une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon peuvent voter Marine Le Pen. Et si cette prévision des instituts se réalise, si le quart de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon vote pour Marine Le Pen, ben Marine Le Pen est proche de 50%. Alors après, une élection, à quoi elle tient de deuxième tour ? Elle tient au talent des candidats. Comment vont-ils se comporter là durant les 15 jours ? Quels seront les actes de campagne d'Emmanuel Macron ? Quels seront les actes de campagne de Marine Le Pen ? Comment se passera le débat entre les deux ? Pour une large part, l'issue de cette élection est vraiment dans l'attitude des deux candidats dans les 15 jours qui viennent. C'est pour ça que cette élection est ouverte. On est un peu dans la situation d'un match de football. Sur le papier, il y a un favori, mais on a souvent vu, je vous parle là depuis Paris, on a souvent vu le PSG en position de favori être éliminé. Voilà. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Rien que pour rappeler que rien n'est encore gagné. 6 candidats ont appelé à faire barrage à l'extrême droite dès hier soir. Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot et Philippe Poutou qui ont appelé donc pour que la droite ne passe pas, avec un Jean-Luc Mélenchon qui est revenu en disant ne donnez aucune voix à Marine Le Pen, mais sans dire votez les voix pour Emmanuel Macron pour la deuxième fois. Voilà, mais si vous voulez, d'abord, personne n'est propriétaire de son électorat et Jean-Luc Mélenchon sait qu'il ne l'est pas plus que d'autres. Donc, le conseil qu'il donne, c'est ne votez pas Marine Le Pen. Le sous-entendu, c'est je sais bien que certains d'entre vous vont le faire. Si on analyse la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, il y a cela à l'intérieur. Et puis, s'abstenir, c'est-à-dire ne pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron quand on appartient à un électorat de gauche, c'est objectivement favoriser Marine Le Pen. Donc, on voit bien la difficulté. Les conditions dans lesquelles Valérie Pécresse s'est exprimée sont aussi intéressantes à analyser. Elle dit « Je voterai Emmanuel Macron et je vous demande de bien réfléchir, vous, à la gravité de votre acte si vous ne choisissiez pas Emmanuel Macron. » Valérie Pécresse s'exprime comme ça parce qu'elle sait très bien que dans son électorat et parmi les dirigeants de son parti, certains vont voter Marine Le Pen. Donc elle a été aussi loin qu'elle pouvait aller à droite. Jean-Luc Mélenchon a été aussi loin qu'il pouvait aller à gauche. Mais ces prises de parole dans leur formulation même montrent que le Front républicain qui a pu exister en 2017, il est inimaginable que Marine Le Pen soit élue. Donc, nous nous liguons tous pour que ce ne soit pas le cas. Ce Front républicain-là, nous ne le verrons pas dans 15 jours. Chaque électeur, au fond, est livré un peu à sa conscience et bien malin celui qui peut savoir à l'avance ce que produiront les urnes le 24 avril. J'aimerais que l'on parle également du taux d'abstention. Il est quand même important. Est-ce que vous pensez que lors du second tour, ce sera un réveil national ou pas plus que ça ? Il y aura sans doute plus d'électeurs parce qu'il y en a toujours plus au second tour. Un second tour est clair. Un candidat est face à un autre. Un premier tour dans l'élection présidentielle française est obscur. Il y a trop de candidats. 12 candidats. Vous ne menez pas une campagne électorale dans de bonnes conditions quand vous avez 12 candidats. En tout cas, pas pour une présidentielle.
il y a trop de voix, ça se chevauche. Si on ajoute à cela que la politique déçoit, le sentiment existe chez beaucoup d'électeurs que, quels que soient les élus, la politique ne varie pas vraiment parce que les contraintes sont très importantes. Donc constater le taux d'abstention que l'on a constaté au premier tour dimanche en France n'est pas catastrophique. Il y a quand même 3 électeurs sur 4 qui se sont déplacés. C'est pas si mal que ça. Donc au second tour, il y en aura un peu plus. On aura peut-être 80% de participation. Et dans le contexte actuel, toutes les démocraties ont un peu ce problème-là. Dans le contexte actuel, on ne peut pas dire que ce soit catastrophique. Bien sûr, on aimerait que les participations soient plus importantes, surtout pour des élections majeures comme une élection présidentielle. Mais dans le contexte général et compte tenu de beaucoup de facteurs qui détournent les gens de la politique, 28% d'abstention, ça n'est pas catastrophique. Autre enseignement de cette élection, Jean-Michel Apathy, comment vous dire, une débâcle pour les partis traditionnels, le pire score de la Ve République pour la droite républicaine, le PS également avec le pire score de l'histoire du parti. Comment vous l'expliquez ? La France est un pays qui depuis longtemps a un problème avec ceux qui la gouvernent. On a quand même coupé la tête d'un roi et depuis, on n'y réfléchit jamais parce que voilà, on a autre chose à faire sans doute, mais depuis, sur un simple rapport statistique, la France est le pays au monde, qui a le plus épuisé de dirigeants et qui a le plus expérimenté de régimes politiques. Et ça, c'est une maladie française. Et donc, les 2 partis de gouvernement, ce qui s'appelle aujourd'hui les Républicains et le Parti Socialiste, sont sanctionnés très sévèrement par l'électorat parce qu'ils ont gouverné. Et parce qu'ils ont gouverné, ils ont déçu. C'est une malédiction française. Quand vous gouvernez en France, vous décevez. Il y a des pays, l'Allemagne, où quand vous gouvernez, vous fabriquez de la confiance. Et on vous renouvelle le bail. 1 fois, 2 fois, 3 fois pour Angela Merkel. Nous, en France, ça n'est pas du tout notre psychologie. Quand on gouverne, on déçoit, donc on vous sanctionne. Et avec les Républicains aujourd'hui, avec les socialistes aujourd'hui, nous sommes au bout de la sanction. Ces partis de gouvernement qui ont longtemps dirigé la République, qui lui ont donné beaucoup de ses ministres, ces partis sont à des niveaux presque marginaux pour le Parti socialiste et très faibles pour les Républicains, puisqu'ils sont en dessous de 5%. Mais ça nous renvoie à une caractéristique française qui est un problème. Nous changeons trop souvent de dirigeants. Nous épuisons et ceux qui nous gouvernent et les régimes à l'intérieur desquels ils gouvernent. Vraiment, c'est un souci. Personne ne sait, parce qu'on n'y réfléchit pas, que depuis que la République existe, la France est le pays au monde qui a connu le plus de dirigeants politiques. Et c'est un mauvais signe. Et il faut arriver, alors c'est pour une part la responsabilité de ceux qui gouvernent, mais c'est aussi les citoyens qui se comportent trop souvent de manière inconséquente. Il faut arriver à fabriquer de la confiance dans la politique. Et nous devrions regarder l'exemple allemand. Nous devrions tenter de nous en inspirer. Ça nous apaiserait un petit peu. Oui, et il pourrait y avoir une véritable continuité, ne serait-ce qu'en matière d'affaires étrangères. On voit là Emmanuel Macron sur la crise ukrainienne. Ça laisserait de la continuité pour aller au bout de quelque chose au moins et le juger ensuite. Mais c'est le paradoxe et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont déçus. On change de dirigeant mais les politiques ne changent pas. Parce que la somme des contraintes est telle que quand quelqu'un s'installe à la tête de l'État, eh bien, il est quand même obligé de reprendre des fondamentaux de la politique de ses successeurs. Et donc, en France, nous sommes dans cette insatisfaction perpétuelle où nous changeons sans que les politiques changent. Donc, nous continuons à changer. Et donc, nous sommes déçus. Et un jour, ce que nous risquons de perdre, c'est la mécanique même de la démocratie, parce que la somme des déceptions et des frustrations est telle, on l'a vu avec les Gilets jaunes, que la violence peut être apportée par des concitoyens comme une réponse politique. Et la France est un pays psychologiquement malade dans sa perception de la politique. Et je ne suis pas sûr que nous en ayons suffisamment conscience, parce que, me semble-t-il, nous n'avons pas une réflexion très aboutie sur ce sujet.
Jean-Michel Apathy, vous suivez la politique depuis de nombreuses années. Ma dernière question... Comme ça, vous croyez? Ah bah oui, ça fait pas mal quand même. J'aimerais, ma dernière question, s'il vous plaît, et en fait, elle est très importante parce qu'elle nous concerne finalement tous les deux, c'est le rôle des médias. Le rôle important, puisque nous sommes les porte-voix finalement à travers nos informations, nos dires, nos analyses vis-à-vis du citoyen. Quel est le rôle des médias durant un scrutin aussi important que celui-ci et aussi important que va se jouer le deuxième tour? Vous comprenez bien où je veux en venir. Beaucoup ont accusé les médias en France, notamment, d'avoir dressé un tapis rouge devant Zemmour. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on doit se remettre en cause les uns les autres également? Et nous avec, hein? Il faut toujours réfléchir à ce que l'on a fait. Est-ce que ce qui a été fait du point de vue médiatique a été bien fait? Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement? Et est-ce qu'il faudrait faire autrement dans le futur? Il faut bien sûr être capable d'avoir cette réflexion. Mais pour ce qui concerne cette campagne électorale, qu'ont fait les médias qui pourraient leur être reprochés? Éric Zemmour est arrivé sur la scène politique par l'intermédiaire d'un travail qu'il avait fait auparavant auprès de l'opinion publique. Il avait écrit des livres, il en avait vendu beaucoup, il avait rencontré un public, et c'est sur ce capital qu'il s'est projeté sur la scène politique comme candidat à la présidence de la République. Donc, les médias ne pouvaient pas l'ignorer. Les médias ne pouvaient pas lui donner la parole. La parole a été donnée à Éric Zemmour parce qu'il était... Excusez-moi, mais je ne sais plus quel titre, quel journal aux États-Unis a même dit qu'il a été construit c'est les médias qui l'ont construit, Éric Zemmour. Les médias l'ont construit dans l'étape précédente. C'est-à-dire que, par exemple, malgré des condamnations par la justice pour racisme, des médias ont employé Éric Zemmour. Alors ça, oui, on peut faire tout de même, on peut construire des interrogations autour de ce fait-là. Le fait que Éric Zemmour, à partir de 2010, ait été condamné par la justice française pour racisme, n'a pas empêché le Figaro, RTL et CNews de lui fournir des tribunes. Ah, ça, oui. Mais une fois qu'il est candidat, c'est difficile il est candidat dans des conditions légales parce que la condamnation pour racisme n'empêche pas la candidature. Elle n'est pas inscrite comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, c'est une condamnation qui n'est pas inscrite au casier judiciaire. Donc le casier judiciaire reste vierge, donc Éric Zemmour peut être candidat. À partir du moment où il est candidat, il est difficile de l'ignorer. En revanche, lui avoir fourni des contrats de travail et des tribunes alors qu'il était condamné pour racisme, là oui, les médias peuvent s'interroger. Là, je crois. Mais ça n'est pas comme ça que l'interrogation est faite. L'interrogation est faite sous l'angle, est-ce qu'on lui a trop donné la parole pendant la campagne présidentielle? C'est parce qu'on lui a beaucoup donné la parole et qu'il est à 7%. Parce qu'il a lui-même creusé le trou dans lequel il s'est trouvé après le premier tour. Finalement, par ses outrances, par ses excès, par son racisme sous-jacent. Ce qui prouve que ce pays a des réflexes de ce point de vue qui sont salutaires. Et concernant mon premier volet de la question, notre rôle en tant que journaliste, quand on est sur un scénario comme celui-là, avec l'extrême droite, quel est notre rôle, Jean-Michel Apathy? Mais le rôle, moi je crois, puisque le second tour opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen, notre rôle c'est de donner la parole à tous les deux, de regarder dans le programme de Marine Le Pen ce qui mérite d'être mis en valeur aujourd'hui comme difficulté d'application, soit sous l'angle pratique, soit sous le rapport aux valeurs qui peut exister dans une république. Peut-être que lors de ce premier tour, parce qu'il y a trop de candidats, parce que tout est confus, ce travail-là n'a pas été fait. Donc il faut le faire, mais il faut le faire en permettant à Marine Le Pen de s'expliquer et de parler. On ne peut pas ostraciser Marine Le Pen. On ne peut pas ne pas lui donner la parole. Et puis, il faut faire le même travail avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a un rapport qui est difficile aujourd'hui à l'opinion publique française. Emmanuel Macron a un bilan qui est très discuté à l'intérieur du pays. Donc, il faut que les journalistes portent les critiques qui existent vis-à-vis de la personnalité d'Emmanuel Macron, du bilan qui est le sien, et puis après, les électeurs choisissent. Je ne pense pas que les médias aient
le pouvoir de fabriquer le vainqueur. Et je ne pense pas qu'il l'ait, et c'est heureux qu'il ne l'ait pas. Il faut donner la parole aux deux, il faut donner la parole aux deux avec un recul et un sens critique qui sont ceux du journalisme, et puis après les électeurs choisissent. Et si Marine Le Pen réunit 50% des suffrages plus un, elle sera présidente de la République française. Et le pari qu'il faut faire après, parce que je n'en vois pas d'autre, c'est que la mécanique démocratique, le cadre institutionnel, comprimeront l'action de Marine Le Pen, qui ne pourra pas faire tout, n'importe quoi, et qui ne pourra pas introduire des formes de violence dans l'action politique. Sans quoi, elle risque de susciter une réaction très négative de la part de la société qui pourrait handicaper la poursuite de son action gouvernementale. Mais, à part cela, quoi ? Je ne vois pas. En 2017, on se souvient, c'était le fameux débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui avait fait basculer d'un côté. Oui. Ce débat aura lieu, c'est pour le second tour ou pas ? Ah oui, il aura lieu. D'ailleurs, un journaliste a posé la question de manière bienvenue à Emmanuel Macron hier soir, parce que et Emmanuel Macron a dit bien sûr le débat. Honnêtement, au point où nous en sommes, je veux dire, au point de maturité où nous en sommes aujourd'hui en France, si le débat n'avait pas lieu, ce serait un problème. Il faut que le débat ait lieu, bien évidemment. Et il faut que Marine Le Pen puisse confronter à Emmanuel Macron, expliquer ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire, et elle sera mise face à ses propres faiblesses et contradictions. Et puis, de la même manière, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, devra répondre de l'action qui a été la sienne pendant 5 ans, de la manière dont elle a été perçue par les Français, puis des projets qui sont les siens pour la suite. Et ce débat-là sera important parce que, vous le disiez, en 2017, Marine Le Pen n'avait pas été à son avantage. Qu'est-ce qu'il en sera cette fois ? On ne sait pas. Nous avons une expérience à ce propos. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand avaient débattu. Oui. Il était apparu que François Mitterrand, en 1974, n'était pas très bon. Peut-être n'était-il pas prêt à devenir président de la République. Et puis, les deux hommes se sont retrouvés en 1981. Et là, la perspective, à défaut de s'être inversée, a été équilibrée. Et François Mitterrand a gagné l'élection présidentielle. Et quand François Mitterrand, à cette époque-là, gagne l'élection présidentielle, c'est aussi un choc. Parce que son projet n'est pas un projet libéral, et parce qu'il a dans ses fourgons le Parti communiste, ce qui à l'époque est un problème majeur. Parce que le rapport des communistes aux libertés publiques était tout de même problématique. Et puis voilà, nous avons surmonté tout cela, nous avons digéré tout cela, et nous sommes un peu placés dans cette épure en 2022. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy. Dites-moi, vous venez de temps en temps au Maroc ? Ça a pu m'arriver. Ah mais ça veut dire, ça veut dire que ça fait très très longtemps. J'espère que vous y viendrez, qu'on aura l'occasion, non pas au téléphone, mais de vous recevoir en direct sur notre plateau. En tout cas, merci de votre temps, merci de votre analyse. Ce sera avec plaisir. À très bientôt Jean-Michel Apathy. Merci encore. Merci de votre intérêt pour la politique française. Au revoir. Merci, au revoir. Vivre avec vous.